Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de l'évolution de l'euro. Oui, l'euro face au dollar, bien sûr, il y a beaucoup de questions sur ce thème et puis également l'avenir de la zone euro. C'est vrai que j'entends souvent, on me dit, bon, voilà, ça y est, on est sauvé, tout va bien, l'euro remonte, donc c'est parfait, les taux d'intérêt vont baisser, la bourse va flamber, on a même eu un accord entre la France et l'Allemagne, ça y est, le couple franco-allemand fonctionne à merveille et donc la zone euro est sauvée. Voilà, c'est un peu le discours qu'on entend. Est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? On aimerait le dire, mais c'est pas forcément le cas, loin s'en faut. Alors, bien sûr, on est là pour dire encore une fois la vérité, sans parti pris. J'entends souvent, on me dit, oui, mais bon, non, mais là, on va essayer de donner des étiquettes, vous êtes pour, vous êtes contre. Non, nous, on n'est ni pour ni contre, on est là pour la vérité économique, on est là pour sauver notre douce France, et donc essayer de voir ce qui va se passer demain pour réagir en conséquence. Alors, bien sûr, on peut se tromper. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai fait le bilan de mes prévisions de l'année dernière, on n'a fait qu'une seule heure de prévision. Alors, bien sûr, vous savez pourquoi on a créé les économistes, pour que les météorologues ne soient pas les seuls à se tromper. Oui, nous sommes là par solidarité. On ne peut pas avoir toujours raison, mais l'important c'est de donner des perspectives. Et c'est vrai qu'il y avait un an, j'étais parmi l'un des rares à dire que l'euro allait s'effondrer. C'est bien sûr ce qui s'est produit, mais il est en train de remonter. On me dit, ah ça vous ne l'aviez pas vu. Mais oui, mais globalement, l'évolution de l'euro-dollar, c'est extrêmement volatile. Ça dépend de beaucoup d'impondérables également. Donc on va regarder ça dans le détail pour savoir justement où nous allons demain. Est-ce que la zone euro est vraiment sauvée? Est-ce que les taux d'intérêt ne vont pas réaugmenter? Est-ce que la bourse également ne va pas rechuter? Donc, vous voyez, des questions importantes qu'on doit se poser, encore une fois, en toute indépendance, et qu'on va voir avec des graphiques réalisés sans trucage, comme d'habitude. Alors, on commence tout de suite avec voilà, l'évolution de l'euro-dollar. Donc là, on voit bien la très forte baisse de l'année dernière. Donc on était sur des plus bas, vous voyez, donc depuis 2002 finalement, 2002-2003. Et là, ça remonte. C'est vrai qu'on a une remontée un petit peu, je dirais, importante. Pourquoi? Parce que la Banque centrale européenne a décidé, on le verra tout à l'heure, enfin de remonter les taux d'intérêt. Mais est-ce que ce mouvement est durable? Je montre que sur longue période, l'euro est évidemment toujours particulièrement faible. D'ailleurs, si vous regardez, on fait un petit zoom sur la fin de période, vous voyez qu'on est toujours en deçà du niveau qu'on avait début 2022. Donc là, c'est vrai que ça remonte, on dit voilà, 1,09, peut-être même 1,10 $ pour un euro. Alors justement, quel est le niveau d'équilibre de l'euro-dollar? Ça, c'est intéressant de le savoir. Alors en fait, il y a deux grandes théories. Il y a ce qu'on appelle la théorie des parités des pouvoirs d'achat. Donc on essaye de savoir quel est le niveau d'équilibre de l'euro-dollar qui assure un même pouvoir d'achat entre les États-Unis et la zone euro. Donc c'est un chiffre du FMI notamment. Là, on est autour des 1,10 $ pour un euro. Ça serait le niveau d'équilibre. Après, on a développé d'autres théories, notamment la théorie du NATREX, qui veut dire Natural Exchange Rate, ça veut dire le taux de change naturel, en fonction de tous les fondamentaux économiques. Bien sûr, le pouvoir d'achat et l'inflation, mais également la croissance, l'épargne, la balance courante. Et donc, tous ces éléments vont donner un niveau d'équilibre sur longue période. Alors, je vais vous le montrer justement, parce que nous l'avons calculé, mon équipe et moi, depuis des années. Donc, c'est vrai que là, c'est la courbe bleue. Donc, on voit déjà la courbe rouge, c'est l'évolution de l'euro-dollar. Donc, on voit bien sûr que c'est très, très volatile. Alors, bien sûr, depuis les années 80, alors vous allez me dire, l'euro n'existait pas, bien entendu. Donc c'est une série qui est rétropolée, donc c'est un calcul sur longue période, comme si la zone euro existait depuis les années 80. Et ensuite, on voit la courbe bleue, donc c'est le niveau d'équilibre de l'euro-dollar en fonction des fondamentaux économiques. Donc ça évolue aussi, un peu moins bien sûr que la courbe rouge, mais on voit bien que la tendance effectivement est baissière. On était sur des niveaux de 1,20, 1,25 il y a encore quelques années, et là on est autour, vous voyez, des 1,10 $ pour un euro. Donc on serait aujourd'hui finalement sur le niveau d'équilibre de l'euro-dollar. Alors le problème, c'est que c'est un niveau moyen et que la zone euro, malheureusement, comme elle n'est pas vraiment homogène, loin s'en faut, eh bien, il y a des écarts. Par exemple, pour la France, le niveau d'équilibre de l'euro-dollar, ça serait plutôt autour des 1,08, 1,10 $ pour un euro. Donc là, on y serait plus ou moins. Pour l'Italie, c'est plutôt 1 $ pour un euro. Alors, de l'autre côté, pour l'Allemagne, ce serait plutôt 1,30 $ pour un euro. Mais au plus bas, pour la Grèce, par exemple, le niveau d'équilibre, ça serait 0,70 $ pour un euro. Donc même au niveau actuel, donc l'euro est quand même relativement bas, l'euro sera encore trop fort pour permettre à la Grèce, notamment, d'avoir une croissance forte. Là, c'est pour rappeler que, finalement, la zone euro, c'est pas la panacée. Il y a certains pays qui vont peut-être souffrir d'avoir un euro qui est trop fort. La Croatie vient d'entrer là dans la zone euro, c'est pas forcément l'euphorie pour eux parce que justement on a peut-être un euro qui est encore trop fort par rapport à leurs fondamentaux économiques. Donc si on réfléchit bien, ça veut dire que actuellement le niveau de l'euro-dollar est, on va dire, sur un niveau donc normal. Donc à partir de là, j'ai envie de dire tout est possible, soit à la hausse, soit à la baisse, et ça va évidemment dépendre des facteurs explicatifs de l'euro-dollar. D'abord, les taux d'intérêt. C'est vrai que qu'est-ce qui a permis à l'euro de remonter? Je vous rappelle, en 2022, ce qui s'est passé, c'est que les Américains très vite ont monté leur taux d'intérêt. La Réserve fédérale américaine a dit, donc dès la fin 2021,
Mais à culpa, on s'est trompé, il y a trop d'inflation, on aurait dû monter les taux d'intérêt. Elle l'a fait donc au premier trimestre 2022, et donc c'est ce qui a permis de relancer effectivement le dollar à la hausse. C'est-à-dire le dollar était mieux rémunéré que l'euro. Et la BCE, qu'est-ce qu'elle disait à l'époque? Ben non, tout va bien, l'inflation va pas durer, c'est transitoire, etc. Et donc ben, elle a laissé son taux d'intérêt à zéro, et donc évidemment ben, il y a eu des mouvements d'achat du dollar contre l'euro. Donc ce qui expliquait la très forte hausse de l'euro. Et enfin, à partir de l'été dernier, la BCE a commencé à comprendre, enfin elle avait compris avant, mais elle n'osait pas forcément le faire ou elle ne voulait pas le faire pour différentes raisons. Donc elle a commencé à augmenter les taux d'intérêt. Et donc finalement, vous voyez, donc les Américains, c'est le taux d'intérêt de la Réserve fédérale, c'est la courbe rouge, donc ils ont commencé très tôt. Et nous, mais quelques mois après, évidemment, on a suivi. Et donc on a toujours quand même cet écart de taux d'intérêt de 2 points, 200 points de base comme on dit. Là aujourd'hui, on est donc à 2,50 pour la zone euro, pour le taux réfi de la BCE. On est à 4,50 aux États-Unis. Ils vont encore monter les taux d'intérêt certainement à 5 aux États-Unis et certainement à 3 également, voire 3,50 chez nous. Donc ce qui fait que globalement, on irait à une situation où on maintiendrait un écart de l'ordre de 2 points à l'avantage toujours des États-Unis, mais ce qui compte, c'est également la tendance, parce que les Américains vont s'arrêter avant nous, alors que nous, on va continuer d'augmenter. Donc ça pourrait réduire un petit peu, donc ce qui pourrait temporairement permettre à l'euro de repasser au-dessus des indices $ pour 1 euro, par exemple. Mais ça ne sera pas durable parce que justement tout l'enjeu, ça reste évidemment la croissance économique. Et c'est là où on arrive sur une surprise, c'est qu'effectivement on a souvent dit oui l'inflation c'est aux États-Unis, nous on sera protégés, et en fait pas du tout. On voit bien qu'aujourd'hui l'inflation américaine, c'est la courbe bleue ici, donc qui baisse très fortement, parce que justement la Réserve fédérale a réagi assez rapidement, même si elle a eu du retard, enfin elle a quand même réagi avant nous, et nous on est toujours à plus de 9% de taux d'intérêt. Alors on se dit bon ça va encore d'inflation, donc on dit que ça va effectivement encore baisser, mais vous voyez qu'on a un écart important, quasiment historiquement élevé, ce qui donc peut justifier un euro qui soit toujours un petit peu plus fort par rapport aux États-Unis. Donc le problème, c'est que cette inflation trop forte chez nous risque de casser la croissance davantage qu'aux États-Unis, alors que les Américains, eux, ils ont déjà leur récession, ils pourraient redémarrer avant nous. Donc ça, c'est très important. Donc c'est l'écart de taux de croissance entre les États-Unis et l'Europe, la zone euro. Donc là, les Américains, c'est en rouge, nous, c'est en bleu, et donc on voit que depuis finalement 1 an, eh bien, la courbe bleue est supérieure à la courbe rouge. C'est-à-dire qu'il y a plus de croissance en glissement annuel dans la zone euro qu'aux États-Unis. Mais attention, vous voyez que c'est en train de se réduire, l'écart est en train de se réduire. Alors je vous ai fait un petit graphique pour montrer justement cet écart. Donc là on voit qu'on est très souvent, donc quand on est sous la barre des zéros, ça veut dire que c'est l'avantage et aux États-Unis. Puis au-dessus, c'est l'avantage à la zone euro pour la courbe rouge. Vous voyez que c'est très très rare. Donc là, l'année dernière, on a eu ce rebond de croissance de la zone euro supérieure à celle des États-Unis, parce que les Américains ont très vite remonté les taux d'intérêt, alors que nous on a laissé finalement, on a laissé continuer cette hausse de l'inflation, et maintenant on paye les dégâts évidemment. Donc on aura bientôt les chiffres du 4e trimestre, on pourra affiner ce graphique, mais néanmoins vous voyez que l'euro a pu rebondir parce que justement il y a cet écart de croissance qui est revenu à l'avantage de la zone euro. Mais maintenant c'est déjà en train de se terminer, donc prudence là aussi pour l'avenir pour la zone euro. Donc ce qui veut bien dire que, attention, l'euro s'apprécie face au dollar de façon temporaire, ça ne sera pas éternel. D'ailleurs, si on regarde l'évolution de l'euro par rapport aux autres devises, par rapport par exemple au franc suisse. Ben là, c'est vrai que, alors il s'est un petit peu effectivement apprécié l'euro, parce qu'on était, vous voyez, à 0,95 donc par rapport au franc suisse. Là, on revient vers 1. Donc avec historiquement, ça reste évidemment un niveau extrêmement bas. Donc le franc suisse joue toujours son rôle de valeur refuge par rapport à l'euro. Donc ce qui veut dire que vous voyez bien que l'euro n'est pas forcément la devise, je dirais, formidable qui permettrait justement d'avoir des flux d'investissement massifs. Donc là également, grande prudence, et d'ailleurs ce que je conseille toujours de garder du franc suisse, voire d'en acheter, parce que ça restera une valeur refuge. Alors, comme on a également beaucoup, je dirais, de téléspectateurs du Canada, donc j'ai fait également l'euro face au dollar canadien, donc là aussi c'est vrai qu'il avait fortement baissé, il est en train de redémarrer, mais là aussi on voit qu'on n'est pas sur des niveaux qu'on avait par exemple en 2008-2009, mais c'est vrai que là aussi on a, je dirais, le dollar donc américain qui se déprécie un petit peu, l'euro qui s'apprécie également, et donc c'est vrai que ça va un peu mieux par rapport au dollar canadien, mais c'est pas non plus l'euphorie. Alors bon, comme j'ai souvent la question, j'ai également fait le graphique par rapport au rouble, l'euro-rouble. Donc là aussi, on voit très bien, alors bien sûr, au début de la guerre, donc l'euro était monté donc 127 roubles pour 1 euro. Juste avant, on était à 84. Après, évidemment, le rouble s'est apprécié fortement parce qu'il y avait finalement pas la bérésina qu'on avait pu imaginer. Et là, l'euro se réapprécie quelque peu. Vous voyez, là, on parle, on est à 74 roubles pour 1 euro. C'est-à-dire c'est moins qu'avant, effectivement, la guerre en Ukraine. Donc, ça veut dire que
l'euro, là aussi, n'est pas la valeur refuge, y compris face au rouble. Donc, prudence sur l'euro-dollar. En fait, le gros problème de l'euro, pour être simple, c'est l'avenir de la zone euro. Et c'est vrai que là, on veut faire croire que tout va bien dans le meilleur du monde. Il y a quand même beaucoup de risques, et notamment les risques de la dette publique, qui est toujours énorme, évidemment. Donc là, les chiffres viennent de sortir. Donc chiffres harmonisés d'Eurostat pour le troisième trimestre 2022. Donc évidemment, on voit ce grand écart, entre guillemets, entre des pays qui limitent leur dette publique, hein, donc on peut dire jusqu'à la Croatie, par exemple, 70% par rapport au PIB, et puis après les autres qui dérapent. La zone euro, on est à 93, alors c'est qu'on était beaucoup plus pendant le corona, mais maintenant, évidemment, ça s'est réduit, parce que c'est un ratio, je vous rappelle, la dette par rapport au PIB, donc si le PIB augmente, ça va un peu mieux, mais on a évidemment toujours le top 5, la Grèce, 178, l'Italie, 147, ça a baissé, Portugal, 120, Espagne, 116, et la France, 113,4 exactement. Donc on est bien, nous les Français, dans le top 5, alors que les Belges, vous voyez, sont en train de redescendre vers les 100% par rapport, donc de depuis par rapport au PIB. Alors, un élément très important sur le troisième trimestre, tenez-vous bien, alors c'est un graphique un peu dur à supporter. En fait, au troisième trimestre, il n'y a qu'un seul pays de la zone euro où le ratio dette publique sur PIB a augmenté. Dans tous les pays, ça a baissé, sauf un, à votre avis. Ben oui, c'est nous, malheureusement, nous, la France. C'est la France, regardez bien. Là aussi, il n'y a pas de trucage, hein. Chiffre d'Eurostat. Donc, ouais, évidemment, la Grèce a baissé de 5,3 points. Alors, évidemment, ils partaient de très haut, mais quand même, ils ont fait des efforts, entre guillemets. Même Chypre, Portugal, les Italiens, etc. Et par contre, il n'y a qu'un seul pays où ça monte. Eh bien oui, c'est la France, 0,3 points. C'est-à-dire, c'est pas grand-chose. Oui, mais comme effectivement, rappelez-vous, hein, on a eu quand même une croissance sympathique au troisième trimestre, malgré tout, et le numérateur, la dette publique, a continué d'augmenter. Donc c'est tout le problème de la France qu'on a souvent évoqué. Alors maintenant, je crois que c'est un peu repris partout par beaucoup, soit de mes confrères, soit de certains politiques, etc. C'est vrai que le drame de la France, c'est ce graphique. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'augmenter notre dette publique alors que la croissance, le PIB n'augmente pas. Vous voyez, depuis on va dire le début 2020 jusqu'au troisième trimestre 2022, la dette publique française a augmenté de quasiment 582 milliards d'euros. C'est évidemment complètement énorme, on sera bientôt à 3000 milliards au sens large, alors que le PIB français n'a augmenté que de 161,3 milliards d'euros. Voilà le problème, on a mis des moyens énormes et il n'y a pas de résultat à l'arrivée, c'est ça qui est dramatique. Alors évidemment, quand on me dit que la France est un pays ultra-libéral, je me dis évidemment il y a un petit problème, et bon, admettons, on ne va pas rentrer dans le détail, ce qui compte c'est qu'à la rigueur, si on avait une dette publique énorme, et qu'on avait une croissance derrière forte, on pourrait dire au diable l'avarice, mais ce n'est pas le cas. On explose notre dette publique, donc on met en danger les générations à venir, et même notre génération évidemment, et par contre il n'y a pas de croissance au rendez-vous, donc ce qui génère un coût extrêmement important, et surtout, comme la France, en tant que justement deuxième pays de la zone euro, n'arrive pas à réduire vraiment sa dette publique, et surtout à générer de la croissance, alors que d'autres pays, notamment l'Allemagne, a un niveau de 67% de dette publique par rapport au PIB, donc évidemment, même si de façade, on a le couple franco-allemand qui est toujours là, il y a toujours des tensions extrêmement fortes qui sont là, au niveau économique, au niveau politique, au niveau financier également, entre la France et l'Allemagne. Et d'ailleurs, il faut bien prendre conscience qu'au moment où nous parlons, les taux d'intérêt de la dette publique continuent de rester très élevés partout, effectivement, dans la zone euro. Ça, c'est quand même un signe très important. Ça montre bien que la zone euro n'est pas si formidable que certains voudraient bien nous laisser croire, et qu'il nous manque encore beaucoup de choses à faire pour vraiment, je dirais, la sauver, du moins si on veut la sauver, avec derrière, évidemment, ces taux d'intérêt. Là, on a les taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique italienne et grecque. Alors, on n'est pas sur les sommets qu'on avait encore quelques temps, mais vous voyez, on est quand même au-dessus des 4%. Donc, ce qui, évidemment, revêt un coût énorme en termes, je dirais, de charge d'intérêt de la dette. Je rappelle qu'on était à 0,5 il y a encore quelques trimestres, et parallèlement, ça casse l'activité économique. On a également cela chez nous, c'est-à-dire en France, bien entendu. On le voit ici. Là, c'est la dette publique, les taux d'intérêt à 10 ans en France et en Allemagne. Donc, en Allemagne, vous voyez, bon, ça va, ça vient, mais c'est vrai qu'on est quand même au-dessus, autour des 2,2% sur le taux 10 ans. Et nous, en France, on est monté à 3,1. Là, on est autour des 2,6, 2,7. Donc, ce qui veut dire que ça revêt déjà un coût de l'ordre de 120 milliards d'euros supplémentaires juste pour la charge d'intérêt de la dette. Et donc, à partir de là, évidemment, comme les taux d'intérêt des obligations, déjà, le taux d'intérêt de la BCE vont encore augmenter, et que parallèlement, on a toujours plus de dettes publiques, ces taux d'intérêt vont encore
davantage augmenter, ce qui va donc générer encore un coût supplémentaire pour la dette publique, casser également l'activité économique, et donc vous avez compris, s'il y a moins d'activité économique, alors que les Américains aussi, ils ont une dette publique énorme, ils pourraient également certainement souffrir, mais comme ils ont un peu de croissance, enfin on verra bien, mais toujours est-il que les États-Unis, on sait que dans 10 ans, ils seront toujours là, plus ou moins, alors que la zone euro, on ne peut pas garantir que dans 10 ans, elle sera toujours là en l'état. Donc ça veut dire ce qui peut générer un avantage sur le dollar par rapport à l'euro. Donc soyons extrêmement prudents, déjà autour des 1,10 $ pour 1 euro, c'est des niveaux auxquels il faut acheter, parce qu'ensuite ça peut repartir à la baisse, même si temporairement on peut avoir des petits soubresauts. Attention, la zone euro est toujours en danger parce qu'on a une dette publique qui est énorme et donc les taux d'intérêt des obligations vont encore augmenter. Et si les taux d'intérêt des obligations augmentent, évidemment, les cours boursiers vont baisser, d'autant que, comme il y a une récession, il y aura moins de dividendes. Donc là, on est un petit peu, on va dire, sur un nuage, pour certains du moins, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais non, malheureusement, les dangers sont toujours là. Donc il faut rester extrêmement prudent, que ce soit sur l'euro, sur les taux d'intérêt, donc les marchés obligataires, également les marchés boursiers. Donc c'est bien le problème, c'est le calme avant la tempête. On vous aura prévenu, alors bien sûr on espère toujours qu'il y aura de l'optimisme, il faut garder l'espoir, mais il faut être à la fois optimiste, mais surtout réaliste. Donc gardons effectivement l'espoir, soyons néanmoins réalistes, et on réussira à sortir par le haut de cette crise et des crises à venir. En attendant, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, bonne continuation, et à très bientôt.